Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce journal de 22 heures à la une de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé dans la 9e séance du Conseil des ministres où cette question était à l'ordre du jour. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir pour discuter de l'annexion de la Cisjordanie. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous. Nous entamons ce journal par l'ouverture de cette réunion. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé ce matin la 9e séance du Conseil des ministres où cette question était à l'ordre du jour. Le premier point concernait l'éducation nationale et la formation professionnelle, notamment un projet de loi portant ratification de la charte de l'organisation de la coopération de l'éducation. La suite avec Ali Hassan Bahdoum, ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement par intérim. Sous la présidence du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, la 9e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce mardi 16 juin 2020 au palais présidentiel. Étaient inscrits à l'ordre du jour les questions suivantes. Communication. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait une communication sur le sommet sur la reprise de la consultation entre la République fédérale de la Somalie et le Somaliland. À l'initiative du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, un sommet de consultation entre les leaders de la région a eu lieu dimanche 14 juin à Djibouti. Les relations entre la République fédérale de Somalie et le Somaliland étaient au menu des discussions. On prépare ce sommet, son Excellence M. Abiy Ahmed Ali, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, son Excellence M. Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, président de la République fédérale de Somalie, son Excellence M. Moussa Bihi Abdi, président de Somaliland. En convoquant ce sommet, le président de la République a voulu offrir ses bons offices destinés à rétablir le climat de confiance et de dialogue entre les leaders de la Somaliland et de la Somalie. En honorant l'invitation qui leur avait été lancée, les leaders de la région reconnaissent le rôle important joué par la République de Djibouti dans le cadre de la promotion de la paix et de la sécurité dans la région. Ce sommet historique a été précédé dans le passé par plusieurs rondes de négociations ayant abouti à des progrès limités. Le sommet se déroulait donc en 2 étapes. Une première session à huis clos entre les chefs de délégation et une session plénière à laquelle ont pris part les partenaires bilatéraux, multilatéraux, tels que les États-Unis d'Amérique, l'IGAD et l'Union européenne. À l'issue de cette réunion de consultation, le président Farmajo et le président Moussa Bihi ont convenu de mettre en place un comité technique composé de membres des 2 délégations pour la reprise des dialogues et le suivi des questions pendantes déjà évoquées lors des consultations précédentes. La République de Djibouti a été choisie comme lieu de réunion de ce comité technique. Les travaux de la première réunion de ce comité ont été lancés hier, lundi 15 juin, par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le président de la République fédérale de la Somalie, son Excellence M. Mohamed Abdullahi Mohamed, et de son Excellence M. Moussa Bihi Abdi, président de Somaliland. Le sommet a appelé les partenaires régionaux et internationaux à apporter leur assistance à ce processus entre la République fédérale de la Somalie et le Somaliland. Il y a lieu de noter qu'en organisant ce sommet, la République de Djibouti a démontré une fois encore sa place centrale, la place centrale qu'elle occupe et le rôle de premier plan qu'elle joue dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région et au-delà notamment dans le règlement des différends entre la République fédérale de la Somalie et du Somaliland. C'est fort de sa crédibilité renforcée à travers cet événement historique et de sa légitimité que notre pays s'apprête à gagner ce mercredi 17 juin son élection au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022, Inch'Allah. La contribution significative de notre pays aux efforts de la communauté internationale pour la promotion de la paix et de la sécurité, la lutte contre le terrorisme est un autre atout supplémentaire dont dispose notre pays pour remporter cette élection. Ensuite, le Conseil des ministres est revenu aux questions de projets de texte. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a proposé un premier projet de loi portant ratification de la charte de l'Organisation pour la coopération
de coopération pour l'éducation. Ce projet de loi porte sur la ratification de la charte de l'Organisation de coopération pour l'éducation. Cette ratification est l'aboutissement des efforts méritoires menés par notre pays en partenariat avec la Fondation Education Relief Foundation, IRF. De prime abord, il convient de signaler que la République de Djibouti a joué un rôle central dans l'avènement de l'Organisation de coopération pour l'éducation. En effet, notre pays fut le pays hôte et co-organisateur du 3e sommet international BIE 2020-30 qui s'est déroulé du 27 au 29 janvier 2020 sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Cette prestigieuse rencontre internationale qui a réuni de hauts dignitaires, des membres du gouvernement, des représentants des universités et de la société civile venus des pays d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et des îles du Pacifique, a permis d'aboutir à la signature de la Déclaration universelle pour une éducation équilibrée et inclusive. La charte constitutive de l'OCE et la création de l'Organisation pour la coopération éducative. Cet acte fondateur, en ce moment historique, qui ouvre des perspectives nouvelles dans la coopération internationale et le développement des partenariats multilatéraux resteront pour la postérité indiscutablement liés à notre pays. En somme, il est notable de souligner que la République de Djibouti a été déterminant dans la mise en place de l'OCE. Cette dernière participe notamment au rayonnement et au prestige de notre pays. Aussi, de par sa vocation, cette nouvelle organisation offre un cadre adéquat et des moyens conséquents nécessaires pour permettre à notre pays de réaliser son aspiration à se doter d'une éducation performante, accessible pour tous. Deuxième projet de texte soumis par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est c'est un décret relatif au schéma stratégique de renforcement des enseignements et apprentissages pour les TIC. Ce projet de texte institue le schéma stratégique pour renforcer les enseignements et apprentissages pour les TIC, technologies d'information et communication. Cette stratégie, appelée REATIC, pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, constitue sa feuille de route. Ce schéma stratégique REATIC vise à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, ODD, et en particulier l'ODD numéro 4 qui prévoit la promotion d'une société mondiale où est assuré l'accès de tous à une éducation de qualité, garantissant l'équité et en promouvant des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Cette stratégie est ancrée dans le plan d'action pour l'éducation et la vision 2035 du gouvernement. Le schéma stratégique REATIC permettra, à travers l'usage des TIC, un renforcement des performances des élèves, une optimisation des pratiques enseignantes et du suivi des évaluations et enseignement et apprentissage, ainsi qu'un meilleur pilotage du système éducatif. Il est aussi à noter que ce schéma a pour but de permettre un renforcement des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'éducation à travers les principes de l'éducation inclusive. Il permettra un gain de performance au niveau des enseignements et apprentissages envers 150 000 enfants aujourd'hui et 300 établissements scolaires et du système éducatif et bien entendu plus pour les 15 ans à venir. Il permettra également un gain significatif pour l'éducation nationale au niveau des classements de l'éducation nationale dans le monde. Il permettra également de générer entre 900 et 1100 emplois supplémentaires directs et indirects en rapport avec l'éducation à travers le secteur des TIC, de la santé, des affaires sociales, etc. Il permettra un suivi pédiatrique efficace des enfants et par la même une baisse de la mortalité et une augmentation de l'âge maximum. C'est dans le cadre d'urgence due à une pandémie, une catastrophe naturelle sur le moyen terme que se déploie ce plan stratégique REATIC et apportera donc les réponses idoines dans le respect des règles sanitaires et sécuritaires à travers des solutions de télétravail, téléenseignement, permettant ainsi un potentiel, garantissant ainsi le présentiel
enrichit et garantissant la continuité des enseignements-apprentissages de manière plus fluide. Ensuite, le Conseil s'est penché sur un projet de loi relatif à la liberté de la communication et de la déontologie de l'information, modifiant et complétant la loi numéro 2 de l'année 92, deuxième législature, relative à la liberté de communication. Quant à la quatrième question, il s'agit d'un projet de loi organique portant sur le pluralisme politique lors de campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la loi organique numéro 1 de l'année 92 relative aux élections présidentielles. La suite avec Ali Hassan Badr. Communication chargée des postes et des télécommunications. Projet de loi relatif à la liberté de la communication et de la déontologie de l'information, modifiant et complétant la loi numéro 2, Assemblée nationale 92, deuxième législature, relative à la liberté de la communication. À l'ère de la mondialisation et du développement technologique, la République de Djibouti ne dispose d'aucun instrument juridique pour réguler le contenu diffusé sur les médias audiovisuels et Internet. À cet effet, le projet de loi portant déontologie de l'information vient pallier ces vides juridiques en mettant à la disposition du pouvoir public un dispositif légal pour mieux concilier les libertés de communication indispensables et la protection des citoyens et consommateurs non négociables. Ainsi, le présent projet de loi répond à trois objectifs majeurs. Assurer la diffusion d'informations justes et honnêtes et la protection de l'ordre public. Les éditeurs seront donc tenus de publier les informations non manipulées et véridiques qui n'appellent en aucune façon à la violence, la haine ou la délinquance. Ce dispositif permettra au pouvoir d'intervenir auprès des éditeurs médias audiovisuels pour interdire la diffusion de tout contenu incitant des comportements haineux, dangereux et inciviques au sein de la société. Garantir le respect de la dignité de la personne humaine en prohibant la diffusion de toute image ou toute déclaration rabaissante, humiliante ou asservissante l'être humain. Par ce dispositif, les pouvoirs publics lutteront efficacement contre la diffusion à l'égard d'une personne ou d'une communauté d'images humiliantes. Assurer la protection de la jeunesse et des mineurs contre les contenus promouvant la violence et les programmes ayant des effets nocifs sur eux. Il s'agit pour les pouvoirs publics de promouvoir les programmes adaptés pour faciliter le développement physique et intellectuel de la jeunesse. Ce projet de loi permettra au pouvoir public et à la Commission nationale de communication de garantir la liberté de communication en la conciliant avec les transformations économiques et sociales, démocratiques, technologiques que traverse notre pays. Deuxième projet de loi présenté par le ministère de la Communication est relatif au pluralisme politique lors des campagnes électorales. Et ce projet modifie les dispositions de la loi organique numéro 1, Assemblée nationale 92, relative aux élections. Le pluralisme politique est un principe corollaire de la liberté de la communication et de la démocratie, assurant la libre expression des courants de pensée et d'opinion dans les médias audiovisuels de la presse écrite et sur Internet. Régi par la loi organique numéro 1, Assemblée nationale 92, deuxième législature, relative aux élections, des règles spécifiques applicables au traitement de l'actualité électorale lors des campagnes électorales, ne cadre plus avec les transformations démocratiques et technologiques et le pluralisme politique en vigueur dans notre pays. C'est pourquoi il est apparu nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles règles pour réformer la couverture des campagnes électorales dans les médias audiovisuels publics et sur d'autres supports de communication afin de mieux concilier la liberté de communication et le pluralisme politique. Le présent projet de loi s'inscrivant donc dans le cadre des missions dévolues par la législation à la Commission nationale de communication répond à trois objectifs, à savoir tout d'abord poser et réaffirmer le principe d'équité entre les candidats, partis, formations politiques en termes d'accès aux médias audiovisuels publics sans qu'ils soient forcément représentés au niveau des collectivités locales ou à l'Assemblée nationale. Il s'agit de maintenir le principe d'égalité entre les candidats posé par la loi organique relative aux élections, tout en augmentant le temps d'antenne imparti à chacune ou à chacun des candidats ou des formations politiques.
Deuxièmement, c'est de poser le principe de la liberté des candidats, partis et formations politiques quant aux moyens de communication utilisés pour les productions, enregistrements, diffusion de leurs déclarations ou images à caractère politique. Il s'agit d'un changement profond par rapport aux textes antérieurs qui instaurent l'exclusivité et le monopole de la RTD. Ceci afin de tenir compte du développement technologique et de l'importance et de la place de l'Internet dans la diffusion de contenus électoraux. Enfin, troisièmement, élargir et préciser les missions dévolues à la Commission nationale de la communication à d'autres voies et moyens de communication autres que les médias audiovisuels. Ce projet de loi relatif au pluralisme politique résulte de l'inadéquation des textes législatifs en vigueur avec les enjeux actuels de la communication et la démocratisation des campagnes électorales. C'est également penché sur un projet de décret portant sur l'adhésion d'Ormod Telecom dans le consortium du câble sous-marin d'Arwan. Quant à la septième question, il s'agit d'un projet de décret portant nomination de M. Mohamed Younis Ali est nommé directeur de l'établissement pénitentiaire de Gabot, suivant encore une fois le porte-parole du gouvernement par intérim, Ali Hassan Bahdon. Question. Projet de décret portant adhésion de Hormuz Telecom dans le consortium du câble sous-marin DER 1. Le 6 mars 2020, le câble DER 1 a atteint Mombasa et le système sera prêt pour le trafic commercial en juillet 2020. Le système de câble DER 1 connecte actuellement Djibouti, Bosaso, Mogadiscio et Mombasa. D'une longueur totale de 4 900 km, DER 1 fournira jusqu'à 36 terabits de capacité à l'Afrique de l'Est. La seconde phase concernera Berbera dans le cadre de l'initiative Horn of Africa. Ultérieurement, ce câble atteindra la Tanzanie. Hormuz Telecom est un opérateur télécom en Somalie qui a manifesté son intérêt pour participer au projet DER 1. À cet effet, Hormuz a adressé une lettre d'intention au comité directeur du projet DAR. Ce comité directeur a accepté, ainsi que le conseil d'administration. Pour conclure, cet apport de capital supplémentaire DER 1 bénéficiera à toutes les parties en réduisant le coût des opérations et de maintenance pendant la durée de vie du câble. Projet d'arrêté portant conditions d'attribution de la carte de presse. Le journaliste, dans le cadre de ses activités, doit disposer d'une identité professionnelle appelée également carte de presse. Cette carte doit être considérée d'abord comme un signe de reconnaissance, un lien symbolique, et sa délivrance doit être un gage de crédibilité pour tous les journalistes nationaux et étrangers. Être muni de la carte de presse, c'est adhérer au code déontologique de la presse et ainsi rentrer au sein d'un réseau de journalistes reconnus. La carte de presse permettra aux journalistes professionnels de prouver son activité, d'accéder plus facilement à des lieux qui lui servent à obtenir les informations et à faire valoir son droit. En effet, jusqu'à ce jour, les différents organes publics de la presse, RTD, Nation, Al-Qarn, ADI, établissent leur propre carte, ce qui laisse place à beaucoup de confusion et d'usurpation de fonctions. Partant de cette approche, il est donc devenu nécessaire de doter les journalistes d'une carte de presse qui leur permettra d'être plus visibles dans le monde des médias et à l'instar des journalistes internationaux plus professionnels. L'attribution et les conditions d'utilisation de la carte de presse seront établies par la Commission nationale de communication qui est chargée de délivrer la dite carte à tout journaliste remplissant les conditions requises. Il est bien entendu que la délivrance sera subordonnée à la signature d'une charte professionnelle de journalisme. Ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration. Sur proposition du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, le Conseil des ministres a approuvé la nomination de M. Mohamed Younis Ali, officier supérieur de la police nationale, au poste de directeur de l'établissement pénitentiaire de Gabot, en remplacement de M. Mohamed Jama Younis, appelé à d'autres fonctions. En fin de séance, le ministre de la Culture a rendu compte
de sa mission. Je vous remercie de votre attention. Dans l'actualité également, la réunion des pourparlers entre les deux comités mixtes de la Somalie et le Somaliland s'est poursuivie ce matin au Kempinski Palace Hotel. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, en sa qualité de facilitateur avec les partenaires internationaux, suivent le bon déroulement des travaux entre les deux parties et les deux délégations qui se sont donc réunis pour trouver des solutions adéquates aux problèmes que connaît la Somalie. Il s'agit, à travers les différents points soulevés, de trouver une issue favorable pour un élan diplomatique promoteur, rappelant que les officiels n'ont pas manqué de mettre l'accent sur l'importance que revêt cette réunion compte tenu de l'objectivité visée en mettant donc en place une plateforme susceptible de renforcer la coopération, la sécurité et le commerce, mais aussi le domaine des renseignements pour lutter contre le terrorisme. Rappelons donc que cette réunion se poursuivra demain, toujours au Kempinski Palace Hotel. Et ce communiqué du secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, s'est félicité de l'initiative du président Ismaël Omar Guelleh d'accueillir un sommet consultatif consacré à la poursuite des pourparlers sur le dossier de la terre de Somalie qui a réuni le président de la République fédérale de Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo, le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, le 14 et 15 juin dernier. Le secrétariat général a salué cette initiative qui a abouti à un accord entre les deux parties sur la formation d'un comité technique mixte chargé de poursuivre les pourparlers et d'assurer le suivi des questions en suspens. Il a également loué le rôle joué par la République de Djibouti dans l'assistance aux deux belligérants pour poursuivre les pourparlers bilatéraux à titre de contribution au renforcement de la paix dans la région. Et place cette fois au point de presse de la situation du Covid-19 à Djibouti, point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banouta Tourab. Ce mardi 16 juin 2020, les résultats sont les suivants. 141 personnes sont déclarées guéries. Nous avons réalisé 741 tests. 38 personnes se sont révélées positives au Covid-19. La régression observée de l'épidémie depuis le début du mois de juin est conséquence du bienfait du confinement. Cependant, la persistance des cas Covid-19 au niveau communautaire constitue une preuve évidente des difficultés à faire appliquer correctement les gestes barrières pour casser la chaîne de transmission du virus. Cela ne peut être possible que si chacun de nous porte la responsabilité de ne pas baisser sa garde et de continuer à protéger les personnes vulnérables en faisant preuve de rigueur quant à l'application des mesures barrières. Il est donc crucial d'utiliser correctement les masques, d'éviter toujours le regroupement de plus de 10 personnes, de se laver les mains au savon et d'adopter une distanciation physique de plus de 1 mètre. Enfin, nous vous demandons de continuer à appeler le numéro vert 1517 qui est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quant au bilan global, il se résume ainsi. 42 914 tests réalisés, 4 539 personnes détectées depuis le début de la pandémie à Djibouti, 3 324 personnes sont guéries et nous déplorons 43 décès. Merci. Un don de solidarité de 20 millions de nos francs a été octroyé par l'International Investment Bank pour faire face à la pandémie du Covid-19 dans notre pays.
10 millions proviennent du fonds propre de la banque l'IBB et 10 millions d'autres des clients de cette même banque. Le conseiller du ministre du Budget a remercié le directeur général de la banque pour ce soutien qui va servir à lutter contre la pandémie du Covid-19. Pour venir contribuer à ce fonds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que nos clients ont contribué 10 millions de francs au fonds de Covid. En contrepartie, comme promise, la banque a doublé ce montant et a aussi fait une donation de 10 millions. On a donc remis au gouvernement, à travers le ministre du Budget aujourd'hui, 2 chèques de 10 millions chacun, représentant une contribution totale de 20 millions de francs. Merci. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé ce matin une réunion avec le directeur général de l'ASECO, M. Mohamed Ould Amaret, le PDG, Mohamed Al-Madani, ont dirigé une vidéoconférence sur le lancement officiel de la mise en œuvre de la plateforme de l'enseignement virtuel des classes. La rencontre a vu la participation de plusieurs cadres du MENFOB, dont notamment le secrétaire général du secrétariat exécutif, l'inspectrice générale et les directeurs généraux, le directeur de l'informatique, le directeur adjoint et les professeurs. Dans un mot d'ouverture, le ministre de l'Éducation nationale a rendu hommage au dévouement et l'abnégation de tous les acteurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour permettre le lancement de cette plateforme d'enseignement virtuel qui a déjà fait ses preuves dans de nombreux pays et rapporté des prix internationaux, la mettant ainsi au premier rang des solutions numériques novatrices à Djibouti. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'élèves qui pourront tirer profit de cette plateforme qui est l'outil tout désigné pour un enseignement à distance performant aussi bien en temps de coronavirus qu'après le coronavirus. Et direction la ville de l'Unité où une importante réunion pour préparer la fête nationale a été organisée à la préfecture de Dikil. Placée sous le slogan « La préservation de la stabilité et de la concorde nationale », cette réunion a été présidée par le préfet Hadendera Moussa. La réunion a vu également la participation des responsables du conseil régional, des responsables des forces armées de Dikil, notamment le colonel Idriss Omar Aleye, le commandant de la brigade de Dikil, ainsi que les sages de la région. D'autres sujets importants ont notamment été abordés, comme le renforcement du civisme, surtout de la part des jeunes. Restons toujours à Dikil où une délégation du ministère de la Santé est en tournée dans les régions de l'intérieur pour préparer et planifier la campagne de vaccination nationale pour protéger les enfants contre les maladies infectieuses telles que la poliomyélite, l'hépatite B et la rougeole ainsi que d'autres maladies. La délégation de la santé a discuté avec les responsables pour une meilleure approche pour vacciner l'ensemble des enfants des secteurs les plus reculés de la ville de l'Unité. Régions respectives. Mais cette fois-ci, c'est un travail en amont que l'équipe de la santé est en train de mener depuis une semaine ici dans le chef-lieu de Dikil. C'est un travail que nous avons également participé en tant qu'autorité locale et en tant qu'élus, puisque les élus se trouvent dans toutes les circonscriptions administratives qui composent la région de Dikil et bien sûr dans le chef de la région. Ces personnes ressources peuvent appuyer l'équipe de la santé pour qu'ils puissent bien préparer leur plan d'action. Finalement, je remercie le gouvernement à travers le ministère de la Santé qui se soucie toujours du bien-être de la population et notamment la femme allaitante, la femme enceinte et les enfants de bas âge de moins de 5 ans. Arta, cette fois où la deuxième session ordinaire de l'Assemblée régionale des élus s'est tenue hier au Conseil régional où les travaux ont été présidés par le président du Conseil régional Elmibou en présence des membres du bureau du Conseil, des élus régionaux,
L'ordre du jour de la séance a porté sur le démarrage du programme d'appui à la bonne gouvernance locale de l'Union européenne au profit des 5 régions et le bilan de la pandémie du Covid-19, surtout dans la région d'Arta. Assemblée de notre SI ce matin en est le démarrage des projets d'investissement d'appui à la décentralisation, pour le renforcement des capacités institutionnelles de la région d'Arta. Nous allons débattre ce matin. Je crois qu'en ce qui concerne les projets d'investissement de l'Union européenne, nous avons débattu lors de notre précédente assemblée régionale en présence des partenaires de l'Union européenne. Nous avons validé ensemble avec les élus locaux, les membres de la société civile, le secteur privé. Et donc nous avons élaboré et finalisé les 12 projets avec des sous-projets dans tout le domaine des activités, à savoir les activités productives, la pêche, l'agriculture, etc., ainsi que les investissements sociaux, économiques de base. Nous avons longuement discuté et nous avons arrivé à prioriser un certain nombre de projets tous ensemble. Et pour clore l'actualité nationale, nous allons parler de cette saisie d'environ 2 conteneurs de riz périmés depuis le 4 avril, date de péremption et impropre à la consommation. Ces sacs de riz périmés étaient estimés à une valeur marchande de 25 000 $, soit 4 millions de nos francs. À force de constater que cette saisie importante de riz périmé opérée par les policiers du 1er arrondissement contribue indélébilement à préserver la santé des citoyens qui étaient susceptibles d'acheter ces produits. Selon l'adjudant Ibrahim Shamsana Ali, le chef de service du commissariat de la police de cet arrondissement, les acteurs des faits ont été déférés devant le parquet de justice en fin de matinée pour répondre de leurs actes. Je vous propose d'ailleurs de le suivre. Dans la journée du 10 juin 2020, nous avons procédé à l'arrestation de plusieurs personnes en train de reproduire du riz périmé depuis avril 2020 dans un autre emballage portant une date de préemption allant à 2022. Cette marchandise destinée à être écoulée dans le marché djiboutien était composée de 2 conteneurs, à savoir 1040 sacs de riz de 50 kilos, reproduits environ dans 3000 sacs de 5 kilos, allant à une valeur de 25 000 $, soit l'équivalent de plus de 4 millions de nos francs. Ces individus mal intentionnés étaient attirés par l'appât du gain, opéraient en toute illégalité dans un entrepôt de la place. Leurs actes inappropriés et dangereux mettaient en danger la santé de notre population. Mais grâce à la vigilance des éléments de la police nationale, leur forfait a échoué. Nous avons intercepté la totalité de la marchandise avant sa distribution sur le marché. Je tiens à rappeler qu'il est strictement interdit de procéder à la contrefaçon, la vente, la distribution de produits périmés dans le marché djiboutien. Ces actes nuisibles peuvent porter atteinte à la vie de nos compatriotes.
Et de l'année passante, ce qui fait la une de l'actualité internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir le 24 juin afin de discuter des projets de la force d'occupation israélienne d'annexion des ponts de la Cisjordanie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait également prendre part à cette réunion. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, a appelé lundi à l'unité et à la résistance palestinienne pour faire face au projet de la force d'occupation israélienne d'annexion des ponts de la Cisjordanie occupée. Le gouvernement israélien doit présenter à partir du 1er juillet sa stratégie pour traduire dans les faits le plan de l'administration américaine pour le Proche-Orient. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.